on ne recrute pas pour recruter, on recrute en alignement avec des besoins qui sont clairement identifiés par l'organisation. Un entrepreneur ne va pas tout de suite commencer par avoir un directeur des ressources humaines, un directeur de la logistique, un directeur IT, etc. Non. Okay. Comment ça se passe? À quel moment on donne le SMIC même à quelqu'un? Déjà, dès le départ, il faut que l'entrepreneur comprenne que le travail est régi par un code. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un stagiaire ad vitam aeternam. Moi, j'ai toujours conseillé de rémunérer systématiquement des stagiaires. Ça permet d'agir aussi sur son engagement. Parce qu'un stagiaire, il commence déjà à être un de vos collaborateurs. Monsieur, est-ce que vous pensez que celui qui a un très bon capital humain, qui a su bien faire son recrutement dès le début, oui, il a de fortes chances de pouvoir évoluer avec son entreprise? Il va évoluer de façon certaine. Parce que quoi que vous fassiez, ce sont les hommes, n'est-ce pas, qui seront à la base de cette réalisation. Donc, développer son capital humain reste essentiel pour le développement d'une organisation. Il faut tout faire pour avoir une relation de confiance avec le collaborateur. Si vous n'êtes pas capable de lui payer 200 000 francs, mais que vous êtes capable de lui payer 100 000, 150 000 francs aujourd'hui, il faut le lui dire. Mais en même temps, le faisant, assurez-vous que vous êtes au moins dans ce qu'on peut appeler la norme. Mais il faut être fort avec les gens, en lui proposant de revoir cela dès que les choses changent. Comment garder ces bons employés? Est-ce que vous avez des stratégies que vous pouvez proposer à ces entrepreneurs? Déjà, dans un premier temps, c'est de... Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Alors, comme je l'avais annoncé lors de nos différentes vidéos sur Visionnaire Inspiré allait sortir. Et là, aujourd'hui, nous sommes là pour rencontrer une personne exceptionnelle, une personne avec un parcours vraiment important, un parcours qui a long à dire. Pendant 30 ans, il a travaillé dans le secteur des ressources humaines et aujourd'hui, il va nous partager beaucoup de choses que je suis sûr qui pourront nous aider à développer notre entreprise. Vous allez voir, c'est un parcours exceptionnel. Voilà, c'est un monsieur vraiment agréable à entendre lorsqu'il est en train de nous faire part de certains de ses conseils et je suis sûr que vous serez tellement heureux à la fin de cette émission. N'hésitez surtout pas à pouvoir vous abonner, à laisser un commentaire et on se prend à la fin de l'émission. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Godet. Alors, je suis vraiment content de pouvoir vous rencontrer personnellement aujourd'hui, voilà, et d'avoir accepté en tout cas l'invitation. Nous sommes dans votre bureau aujourd'hui et comme je disais au début de la vidéo, vous avez une très grande expérience. De peur de pouvoir dire des choses que je ne maîtrise pas parce que j'ai vu en fait votre parcours. Moi-même, j'étais déjà étonné. J'ai dit non mais c'est mieux, il va se présenter lui-même. Est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté? Bon, bien sûr, je vais être bref. Je suis Moussa Dambélé, je suis spécialiste en management des ressources humaines. Alors, j'ai passé plusieurs années, n'est-ce pas, en multinationale, en commençant par des fonctions qui n'ont rien à voir avec les ressources humaines, puisque à la base, je suis ingénieur statisticien. Donc, j'ai commencé avec des fonctions du type analyste des performances, analyse d'affaires, analyse business. J'ai également travaillé dans le domaine du développement stratégique au sein d'une multinationale américaine que certainement vous connaissez, qui était Mobile, voilà, qui ensuite est devenue ExxonMobil et qui a poursuivi sa route avec d'autres noms aujourd'hui qu'on peut voir sur le marché. Voilà, donc dans cette organisation, j'ai eu à passer un peu plus de 24 ans, voilà, avant de partir pour créer donc le cabinet CGR Consulting, voilà, qui est un cabinet qui va se spécialiser en management du capital humain et des risques opérationnels RH. Alors nous, à côté de cela, nous avons une spécialité qui concerne un processus assez particulier en management des ressources humaines, c'est le management des rémunérations et avantages sociaux. Donc nous sommes spécialiste également en management des rémunérations et avantages sociaux. Et à côté de ça, je suis également coach en développement personnel, certifié en programmation en neurolinguistique PNL. Wow.
Waouh, et vous dites des choses à l'intérieur que peut-être que moi, à la limite, on va dire que je ne maîtrise pas, mais je pense qu'on va revenir encore plus après sur votre entreprise. Bien Mais sûr. dans votre parcours, j'avais constaté que vous avez fait plusieurs pays. En fait, Oui. je n'ai pas compris. Vous êtes allé dans ces différents pays où on vous a appelé en tant qu'expert pour aller intervenir sur certaines choses dans ces différents pays-là. OK. Effectivement, j'ai couvert plusieurs pays en Afrique. À un moment donné, j'avais même une fonction au niveau donc de tout ce qui est opération hein, en matière de distribution, transport pour l'Afrique et Moyen-Orient. Déjà, au sein de notre zone ici, je couvrais des pays comme en Afrique de l'Ouest et centrale, et c'était principalement 14 pays. Voilà. Sur ces pays-là, j'ai été directeur des ressources humaines. Sur ces pays-là, j'ai été Controls Advisor, donc responsable du contrôle interne. Sur ces pays-là, à un moment donné, j'ai également été responsable de la mise en place des systèmes de contrôle de l'intégrité du contrôle. Alors, pour ces pays, je peux dire que j'y ai été en tant que praticien, en tant que conseil, en tant qu'auditeur. Voilà, et ces pays incluent bien évidemment le Burkina, le Mali, le Niger, le Ghana, le Nigeria, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Guinée équatoriale. Ce sont des pays que j'ai effectivement visités dans le cadre de mes fonctions antérieures. D'accord. Alors, pour que, en tout cas, ceux qui nous suivent, comme on le dit généralement dans nos vidéos, on va aller terre à terre. Il y a des... Lorsque vous venez de parler de votre parcours, vous avez dit du moins que vous étiez ingénieur. Oui. Ingénieur Ingénieur statisticien, oui. Avant d'entrer dans les RH. Ressources humaines, oui. Donc, c'est quelque chose qui a été pensé depuis très longtemps, depuis vos études universitaires, que vous voulez travailler dans les RH, ou mais c'est au fur et à mesure que vous êtes arrivé au niveau des RH? Bon, je peux dire que ce sont des concours de circonstances hein, durant notre parcours de carrière, parce que lorsque moi j'ai été recruté déjà chez Mobile à l'époque, je parle des années 95 par là, voilà, en tant que assistant ressources humaines, mais chargé des rémunérations et avantages sociaux. Tout simplement parce qu'ils ont détecté la chose suivante, c'est que pour faire des analyses de données, ils ont préféré avoir un statisticien aux ressources humaines pour travailler sur ça. Donc, vous voyez un peu la dimension stratégique de leur approche en recrutement. Alors, et c'est comme ça que j'ai été recruté, n'est-ce pas, aux ressources humaines. Mais je n'y suis pas resté longtemps. Parce qu'en fait, c'était pas ma fonction de base. D'accord. Voilà, j'y suis resté, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Et à la faveur de quelques difficultés qu'ils avaient au niveau de l'analyse des performances, d'affaires, etc., ils m'ont déplacé donc au niveau d'une fonction qui est la fonction de planning associate, où j'assistais le directeur à l'époque pour le développement stratégique, les business plans, l'analyse des performances d'affaires de façon générale. Alors, ensuite, j'ai occupé d'autres fonctions, mais il se trouve que à partir du moment où je suis passé par les ressources humaines, que j'ai vraiment aimé en son temps, alors l'idée m'est restée. Même si j'assumais d'autres fonctions, l'idée des ressources humaines est restée en moi jusqu'à ce que, encore une fois, à la faveur donc d'un merger, donc d'une acquisition qui s'est opérée dans les années 2005 par là, 2005-2006. Alors, on m'a proposé, n'est-ce pas, dans la nouvelle organisation, le poste de directeur des ressources humaines. Voilà, pour la Côte d'Ivoire. Wow. Et après cela, quelques 6 mois plus tard, j'ai été donc occupé une fonction au niveau du corporate. Donc, et là, c'était la fonction de manager des rémunérations et avantages sociaux pour le groupe. D'accord. Voilà, donc vous voyez, l'ancrage avec les ressources humaines commençait à bien se positionner, à bien s'installer. D'accord. Et du coup, après, voilà, je me suis dit qu'il n'y a pas de raison que je laisse cette fonction pour faire autre chose. D'accord. Donc, monsieur, si je comprends bien, parce que c'est quelque chose que l'on se pose souvent comme question de manière générale. C'est-à-dire, quelqu'un entre dans une entreprise
avec une fonction qui n'est pas peut-être sa formation de base. Mhm. Est-ce qu'au sein de cette entreprise, cette personne peut aller dans le futur occuper une autre fonction qui n'est pas, on va dire, sa formation de base? Absolument. Parce que généralement, on a tendance à écouter certaines personnes qui disent que, bon, moi je vais dans telle entreprise, je veux être à tel poste, par exemple, je veux travailler à tel poste. Et quel conseil vous pouvez donner à ces genre de personnes? Lorsqu'on entre dans une entreprise, est-ce obligatoire qu'on puisse occuper un poste qu'on désire, ou bien il y a un parcours qu'on peut faire pour atteindre ce poste-là au sein même de l'entreprise? Ok, déjà, quand on rentre dans une organisation, on y rentre avec un diplôme, avec des compétences, etc. Mais rien ne vous dit que ce sont uniquement ces compétences de base-là qui sont liées à votre formation initiale qui va déterminer votre carrière. Parce qu'à côté de la formation initiale, il y a un certain nombre de choses que vous pouvez développer pendant que vous y êtes, pendant que vous êtes dans l'organisation. Et après, c'est de croire en ses propres capacités, c'est pour faire autre chose, c'est de croire en son potentiel et savoir que pour atteindre un objectif, il faut se préparer. Donc, en fonction de ce que nous voulons, eh bien, on va voir s'il y a eu un lien avec notre formation initiale, mais qui nous permet également d'arriver là-bas. S'il y a des éléments qui sont des éléments dits manquants dans vos compétences, vous pouvez les développer. Dès lors que vous avez d'autres compétences, vous développez d'autres compétences complémentaires, et ce sont tout ça mis ensemble qui peut vous permettre donc d'aborder d'autres fonctions sans pour autant être initialement destiné vers ces fonctions-là. Donc, dans le développement de carrière d'un employé, il y a que, je dirais, 70 à 80%, n'est-ce pas, des compétences à développer dépendent de l'individu. Parce que dès lors que vous avez déjà un certain niveau académique, oui, alors vous avez également la possibilité de dévier vers plusieurs autres choses. Mais ce sont des choses qu'on ne nous dit pas. Voilà, on est souvent bloqué sur notre formation de base, mais notre formation de base, là, peut déboucher sur pas mal de choses qu'il faut rechercher et juste se préparer pour les atteindre. Donc, monsieur, quand vous qui avez cette expérience dans les RH, généralement, lorsque une personne arrive dans une entreprise pour la première fois, est-ce que les RH, ils peuvent déjà avoir une idée en tête qu'on met cette personne à ce poste-là pour l'instant parce que on veut qu'il puisse atteindre un autre poste. En fait, il va entrer par cette porte-là, mais vous avez déjà une ambition pour cette personne-là déjà, à travers tout ce qu'il a. Les RH peuvent détecter ce genre de profil, effectivement. Évidemment, il y a un certain nombre de tests qui peuvent accompagner le recrutement. Ça peut être des tests psychométriques, voilà, qui peuvent révéler des potentiels que l'individu a sans que lui-même soit conscient de cela. Et un RH bien formé qui sait utiliser ces outils, il a la possibilité de travailler et d'avoir une idée du potentiel de l'individu. Et après, les décisions RH qu'on va prendre ou alors les décisions de développement de carrière vont être celles-là même qui vont aider ce collaborateur à transformer ce potentiel-là en réalité, en matière, pour pouvoir les utiliser de façon concrète. Donc, il y a une possibilité pour le faire et la connaissance du potentiel du collaborateur peut permettre de le réorienter, n'est-ce pas, lui faire des propositions dans ce sens, pourquoi pas. D'accord, mais on va venir sur ce sujet parce que moi, j'ai beaucoup de choses à pouvoir poser, on va dire, sur ce point principalement. Okay. Voilà. Lorsque quelqu'un arrive dans une entreprise, comment il doit se comporter? Parce qu'on a tendance à avoir un peu peur des ressources humaines. On se demande, mais il faut comment pour savoir qu'on est bon? C'est nous, on doit sélectionner. Et souvent, on se retrouve avec plusieurs CV, des centaines de CV. On se pose même la question, comment ça se passe? Mais avant même qu'on puisse aborder ce sujet, je veux déjà que vous puissiez nous dire, en réalité, on va dire terre à terre, c'est quoi les RH? Bon, je dirais simplement que les ressources humaines, c'est tous les processus donc, qui permettent de l'acquisition des ressources, n'est-ce pas, au sein de l'organisation, mais des ressources aussi bien en quantité qu'en qualité. Donc, du coup, il faut
qu'il y ait une certaine optimisation de ces effectifs-là, déjà par rapport aux besoins. Et c'est important, la notion du besoin. Voilà, on ne recrute pas pour recruter, on recrute en alignement avec des besoins qui sont clairement identifiés par l'organisation. Mais ces ressources qu'on va rechercher là doivent répondre à un objectif de qualité et bien évidemment de quantité. D'accord. Voilà. Une fois que tout cela est pris en compte dans ce sens-là, on peut dire que c'est déjà la base, cette compréhension-là, c'est déjà la base d'un bon recrutement. Bon, de manière générale, chez nous les entrepreneurs, en tout cas ceux qui débutent généralement, c'est un secteur qu'on ne maîtrise pas, on va dire, de manière générale. Donc la question que moi je me pose, à quel moment un entrepreneur, une nouvelle entreprise doit faire appel à un responsable, une personne pour pouvoir gérer les ressources humaines ou bien cette personne peut voilà, une autre fonction. Bon, déjà, l'entrepreneur, il doit savoir quel est son objectif. Il faut que tout cela soit clair déjà dans son esprit. Voilà, c'est quoi la mission qu'il veut s'assigner. Déjà, il a sa vision. Et puis, c'est quoi la mission qu'il veut s'assigner. Et dans cette mission-là, on doit pouvoir identifier les besoins en termes fonctionnels. D'accord. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que l'entrepreneur va identifier les fonctions du moment qu'il est important pour lui de mettre en place. C'est-à-dire qu'un entrepreneur ne va pas tout de suite commencer par avoir un directeur des ressources humaines, un directeur de la logistique, un directeur IT, etc. Non. Il va commencer déjà avec un groupe de personnes, ou alors une ou deux personnes, qui sont à même déjà de lancer la structure. Et à partir de ce moment, une fois qu'il a fait sa planification, il a son business plan, il sait où il va, alors, en fonction des objectifs, de la stratégie qu'il a mise en place, il va pouvoir se donner les moyens d'avoir les personnes idoines, n'est-ce pas, pour pouvoir lancer cette activité-là et lui permettre donc d'atteindre sa vitesse de croisière. D'accord, voilà, ce n'est pas un jeu de hasard. D'accord. Il faut surtout éviter de tomber dans un jeu de hasard. Ce sont des choses qui se préparent. Ce sont des analyses qu'il faut faire et déterminer assez clairement le besoin, n'est-ce pas, en ressources. Et à partir de ce moment-là seulement qu'on va essayer d'acquérir ces ressources-là. D'accord. Mais monsieur, de manière générale, c'est que là, je vais parler des entrepreneurs qui n'ont pas tout ce qui est documents, qui ont commencé comme ça. Voilà. Après, ils veulent entrer, on va dire, réellement dans le monde du travail. Donc, généralement, on est confronté au fait de pouvoir recruter du personnel. Il y a tout ce qu'il faut faire comme contrat et tout ça. Est-ce que c'est à partir de cet instant-là que l'entrepreneur doit peut-être, on va dire, chercher un spécialiste, même si c'est une structure externe, pour pouvoir s'occuper de son recrutement, ou bien comment ça se passe? Parce que moi, je veux savoir principalement à quel moment même si un entrepreneur n'a pas encore le moyen de pouvoir recruter une personne qui va gérer ses ressources humaines, à quel moment on peut faire appel à un spécialiste pour pouvoir venir faire bouger les choses dans l'entreprise. Parce que je veux vous donner un exemple que moi-même, par exemple, que j'ai vécu. Il se trouve que, par exemple, j'ai 6 personnes. Je vais maintenant commencer à travailler avec ces personnes au sein de l'entreprise. Mais il y a des contrats à pouvoir faire. Et je ne sais même pas quel est le salaire minimum à donner à ces personnes-là et qu'est-ce que je dois mettre dans les différents documents. Quand c'est comme ça, on se tourne vers les RH ou bien c'est vers un service juridique qu'on se trouve. En fait, on est un peu mélangé quand c'est comme ça de manière générale. Ok. Déjà pour la structure, on va commencer par s'orienter vers un conseil juridique pour mettre en place la structure. D'accord. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. C'est pas un RH qui fait ça dès le départ. Ok. Le RH, il est là pour l'organisation, pour tout ce qui est gestion des talents et des compétences, etc. Mais il faut commencer par une structure juridique qui, elle, va vous donner, en fonction de ce que vous lui représentez, va vous conseiller, n'est-ce pas, sur la forme juridique de votre entreprise. Déjà, à partir de là, une fois que vous avez constitué tous les documents qu'il faut et que vous avez, parallèlement à cela, vous savez très bien où vous allez, vous avez votre plan d'affaires, etc., il est important d'aller vers quelqu'un qui
maîtrise les questions d'organisation et également les questions de gestion des talents. Donc, recrutement, rétention, etc., de ces personnes-là. Et ce sont les ressources humaines qui sont les mieux indiquées pour faire ça. D'accord? Et à côté de cela, il n'est pas nécessaire pour vous, au début, d'avoir un responsable RH chez vous. Vous pouvez le faire par externalisation. Il existe de nombreux cabinets qui peuvent vous accompagner. Voilà, bien évidemment, moyennant un paiement de ces services-là. Mais c'est beaucoup plus avantageux pour vous de confier, n'est-ce pas, ces aspects-là à quelqu'un qui est du domaine, quelqu'un qui est de ce métier-là. Parce que recruter c'est pas votre métier. Voilà, votre métier, c'est vous voulez être un entrepreneur, vous êtes un entrepreneur, mais tout ce qui rentre dans le cadre du recrutement, etc., il faut le confier à quelqu'un qui s'y connaît. C'est-à-dire un gestionnaire des ressources humaines. Peu importe qui il est, ça peut être un consultant, ça peut être un cabinet, ça peut être un consultant individuel aussi, pourquoi pas. Monsieur, les cabinets sont chers, non? Mais non. C'est une idée que les gens se font, mais les cabinets vont définir des tarifications selon plusieurs critères. Hein. Voilà, déjà, celui qui vient me voir, je vais regarder ses capacités, ce qui potentiellement il peut payer. Il y a toujours des arrangements qu'il est possible de faire. Il faut juste oser aller vers les personnes idoines pour pouvoir faire ça. D'accord. Voilà, parce que les tarifs des cabinets sont quand même alignés avec la réalité du marché. Hein. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui fixent des tarifs un peu au hasard comme ça, non. C'est bien calculé, c'est bien pensé et on essaye toujours, les cabinets, de s'adapter aussi aux clients. Mais qui peut contacter un cabinet? Quel type d'entrepreneur? Celui qui vient de commencer à peine ou bien celui qui a déjà bien structuré son entreprise? C'est lui qui peut contacter un cabinet? Je peux dire que c'est tout le monde. Ça va dépendre de ta capacité. Financière? Voilà. Financière, oui. De ce que vous êtes prêt à débourser. Parce que en tant qu'un entrepreneur peut démarrer avec des conseils qui sont des personnes du métier, mais qui ne sont pas forcément établis en cabinet formel. Voilà, ça peut être un responsable RH qui travaille déjà quelque part, à qui on va... auprès de qui on va, n'est-ce pas, prendre conseil, qui peut déjà vous orienter dès le départ. Vous n'avez pas besoin forcément d'un cabinet. Par exemple, pour recruter une assistante voilà, qui va s'occuper, qui va être en train de commencer à travailler avec vous, ou alors recruter un jeune comptable, un chargé d'affaires, bon, je veux dire, vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller voir un cabinet. Voilà, ce sont ces paradigmes-là, justement, qu'il faut essayer de corriger aussi auprès des jeunes entrepreneurs. D'accord. Voilà. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes pour faire des recrutements ou alors pour mettre en place un protocole technique au sein de son organisation, sans pour autant avoir eu besoin de facturer quoi que ce soit. C'est en tant que cabinet aujourd'hui, ce n'est pas des choses que je fais tout de suite, mais il m'est arrivé de conseiller, de donner des avis et qui ont permis à des personnes de prendre la bonne décision. Même jusqu'à présent, il m'arrive de parler avec des personnes, soit en présentiel, soit au téléphone, juste leur donner quelques orientations sans qu'ils aient besoin de débourser quoi que ce soit. D'accord, monsieur, ça m'envoie à poser une autre question qui est, une fois je discutais du moins avec un ami et qui disait comme ça que l'un des problèmes que moi particulièrement j'avais, c'est que j'ai eu à déterminer les salaires de mes collaborateurs sans base en fait. Je n'ai pas regardé certains contours. Il fallait regarder certains contours pour pouvoir savoir qui devait percevoir tel montant, tout ça. Donc après, bon, moi j'étais un peu mélangé, je n'arrivais pas à comprendre. Il m'a fait comprendre comme ça que c'est sur certaines bases qu'on se permet de pouvoir établir le salaire de certains collaborateurs. Bon, c'est une question qui fatigue beaucoup d'entrepreneurs. Oui, c'est sûr. On ne sait pas à quel moment on doit donner le SMIC, par exemple. Bon, chose même que d'ailleurs on a connue après. Voilà, on ne sait pas à quel moment donner le SMIC, on ne sait pas à quel moment, lorsque cette personne passe en CDD,
comment il faut augmenter. Bon, généralement, ça se passe comment? Si vous pouvez nous donner quelque chose, voilà, pour ces entrepreneurs qui sont en train de nous suivre, comment ça se passe? À quel moment on donne le SMIC même à quelqu'un? Et quelqu'un qui n'a aucune formation. Je pose beaucoup de questions parce que ce sont des choses que moi-même je vis aussi. Et je pense que beaucoup de personnes, en commentaire, on nous laisse souvent des petits commentaires qu'on essaie de voir ou on demande, mais à quel moment on donne un montant à un stagiaire qui peut être considéré comme stagiaire. En fait, il y a beaucoup de questions comme ça. Et moi, vraiment, je veux que, avec l'expérience que vous avez, vous puissiez nous donner, on va dire, quelques petits topos, si je peux me permettre de le dire comme ça. À quel moment? Ok, je dirais que déjà, dès le départ, il faut que l'entrepreneur comprenne que le travail est régi par un code, qui est le code du travail. Déjà qu'il faut savoir, dont il faut savoir l'existence. Et ce code-là, il nous donne des orientations précises, des recommandations et des obligations. D'accord? À partir, que ce soit un stagiaire ou un travailleur qu'on prend en CDD, en CDI, etc. Alors, le code du travail fait état de tout ça, nous donne des pistes ou alors nous donne il y a une réglementation qui est précise là-dessus. Par exemple, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un stagiaire ad vitam aeternam, quelqu'un en stage ad vitam aeternam. Vous êtes obligé de respecter certains délais. Par exemple, il y a le stage de qualification. Monsieur, qui dure combien de temps? Qui dure un an au maximum. Monsieur, avant le stage de qualification, il y a... Avant le stage de qualification, il y a le stage école. Monsieur, est-ce que ce stage école, il doit être rémunéré? Il n'y a pas d'obligation de rémunération du stage école, mais encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez. D'accord. Moi, j'ai toujours conseillé de rémunérer systématiquement des stagiaires. D'accord. Voilà. Ça lui permet d'être un peu plus à l'aise pour ses déplacements pour venir faire son stage. Ça lui permet également ça permet d'agir aussi sur son engagement. Parce qu'un stagiaire, il commence déjà à être un de vos collaborateurs. Parce qu'il ne va pas se contenter d'aller acheter à manger pour des gens qui sont déjà dans la boîte, etc. Et voilà, il doit pouvoir faire d'autres choses. Voilà, qui rentrent dans les besoins de l'organisation. Okay? Donc, cet individu-là, ce collaborateur-là, entre guillemets, il faut pouvoir lui payer quelque chose qui facilite son intégration. Voilà, parce que en fait, la motivation, l'engagement, etc., ce sont des choses que tout entrepreneur doit pouvoir reconnaître et prendre en compte au sein de son organisation. Donc, pour me résumer sur ça, le stagiaire école, je conseillerais de le rémunérer, bien évidemment, en fonction de votre capacité, n'est-ce pas, financière. Maintenant, le stage de qualification, comme je vous disais, c'est maximum, la durée maxi, c'est 1 an. Et après cela, il faut que vous preniez une décision. D'accord. N'est-ce pas? Il faut prendre une décision. Soit vous continuez avec le collaborateur en contrat à durée déterminée, ou bien tout simplement en CDD, en contrat à durée indéterminée. D'accord. D'accord. Non, monsieur, le stage école 6 mois, c'est ça ou bien il y a une durée aussi là-bas? Oui, le stage école est quand même encadré aussi. Hein. Voilà, on ne peut pas faire 1 an en stage école. Voilà, généralement, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Voilà, tout dépend du niveau du collaborateur. Tout dépend du niveau. Voilà, des niveaux bac plus que 5, etc. On peut pousser jusqu'à 6 mois. D'accord. Mais pas, en principe, pas au-delà. Il y a celui qui vient après en CDD. Là, c'est combien de... Le CDD en Côte d'Ivoire, c'est maximum 24 mois. Donc 2 ans. C'est-à-dire 2 ans. Et après, maintenant, obligatoirement, le CDI. Le CDI ou bien vous séparez. Non, mais ceci, je comprends bien. C'est le parcours même d'une personne qui entre, par exemple, par stage école pour atteindre, on va dire, le contrat à durée indéterminée, c'est au moins 3 ans. 3 ans dans l'entreprise. Oui, si l'entreprise veut respecter toutes les étapes. Voilà. Sinon, il n'y a pas obligation. On peut partir, on peut recruter quelqu'un qui finit son stage d'école. Si vous avez confiance en ses capacités, son potentiel, rien ne vous interdit de le prendre tout de suite en CDI.
Ça dépend de quel est le potentiel qu'il me présente, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, qu'est-ce que j'attends de lui. C'est possible ça, monsieur? C'est très possible, oui. Ah, d'accord. Je pense que généralement, c'est... La loi ne fait pas obligation de prendre les gens absolument un contrat de qualif, etc. Non. La loi dit, voici les conditions de collaboration avec, selon qu'on veut un stage, c'est un stage d'école, un stage de qualification, un CDD et un CDI. L'État vous donne tout ça. Mais je peux très bien recruter quelqu'un sans même qu'il ait fait un seul jour chez moi, même pas de stage d'école. Pourquoi pas? D'accord. Monsieur, je sais que quand vous parlez, La loi vous donne le minimum, mais pas... Après, vous faites ce que... Voilà, dans le respect de cette réglementation. Vous prenez en considération votre expérience et puis bon, ceux qui nous suivent aussi. Mais monsieur, moi, j'ai quelque chose à dire, à demander. Oui. Il y a des personnes qui ont fait 5 ans en CDD. Je ne sais pas c'est quel système où une personne arrive à faire une année. Oui. Elle se retrouve après à la maison. Oui. Après, quelques mois plus tard, on vient retrouver cette même personne dans l'entreprise, en fait. Et on fait 5 ans, on voit la même personne, mais la personne n'est pas encore partie en CDI, en fait. Bon, je vais pas donner une réponse tranchée, oui, parce que le contexte, il reste quelque chose de très important en matière de décision RH. D'accord, monsieur. Voilà. Je sais qu'une personne peut faire un CDD. Il y a aussi ce qu'on appelle un contrat à durée déterminée avec un temps imprécis. Ah ouais? Oui. Je sais, ça c'est une nouvelle information. Je sais que beaucoup de personnes ne savent pas ça. Parce que je peux être sur un projet qui peut durer 1 an, qui peut durer 2 ans, qui peut durer 3 ans. N'est-ce pas? D'accord. Alors, je ne peux pas, étant dans ce projet-là, recruter quelqu'un tout de suite en CDI. Parce que c'est un projet qui va prendre fin à un moment donné. Mais on n'a pas une date exacte de ce projet-là. Je vous donne un exemple concret. Si vous avez la construction d'un bâtiment comme la Tour F, vous avez, c'est vrai, vous avez votre chronogramme, votre plan de travail, etc. Mais beaucoup de circonstances peuvent venir chambouler ce programme-là. Oui. Alors, en ce moment-là, le projet, il peut être un peu plus rallongé que ce qui avait été présenté au départ. D'accord. Donc, on va avoir, par exemple, il peut arriver alors qu'on ait des contrats à durée déterminée, à terme imprécis. Donc, l'individu, ça peut aller au-delà des 24 mois. Mais le contrat, il est clair que c'est un contrat à durée déterminée, à terme imprécis. Donc, il prend fin qu'à la fin, effectivement, de ce projet-là. Donc, c'est pour cela que je parle toujours du contexte. Il faut éviter de dire tout de suite, ah non, 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 c'est 24 mois, pile. Ben non, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous dites à quelqu'un que vous avez un contrat à durée déterminée avec un délai, ce délai-là ne doit pas excéder les 2 ans. Si vous excédez le délai, alors vous vous exposez à la force de la loi. D'accord. Mais j'aurais aussi appris que quelqu'un qui est dans une entreprise dont le délai est passé, c'est-à-dire les 2 ans sont arrivés, mais qui est toujours dans cette entreprise, parce qu'on voit ces cas-là, oui, il continue bien sûr, toujours bien de sûr, travailler, son salaire passe, oui. Cette personne doit se considérer automatiquement en CDI. Est-ce que c'est réel ça? Oui, c'est tout à fait réel, parce que si un contrat à durée déterminée arrive à échéance et que vous n'avez pas libéré la personne et que vous n'avez pas défini une autre forme de collaboration, eh bien, la personne est de facto considérée comme étant en CDI. Voilà, donc, elle doit pouvoir bénéficier de toutes les dispositions en rapport avec un CDI. Donc, s'il arrive que cette personne-là se plaigne, n'est-ce pas, de sa situation, je veux dire, contractuelle, eh bien, vous êtes obligé, je veux dire, les prud'hommes, enfin, l'inspection va considérer effectivement que la personne est en CDI depuis le premier jour de la fin de son CDD. Monsieur, est-ce que c'est possible que le salaire de quelqu'un qui est en CDD, ce même salaire peut continuer en CDI? Absolument.
Il n'y a rien de... C'est pas une obligation Non, de non, non, pouvoir non, 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 de augmenter. changer le salaire. Non, 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 non. La loi n'impose pas. La seule chose que la loi impose aux entreprises, c'est de respecter le salaire catégoriel conventionnel qui est défini, qu'on appelle le salaire de base. Voilà. Après, vous pouvez embaucher quelqu'un qui est en CDD, il a, pourquoi pas, 200 000 francs avec une catégorisation, etc. Vous pouvez prendre la personne en CDI et puis continuer avec ça. Mais encore une fois, je dis, tout dépend de la politique de rémunération que vous voulez mettre en place. Voilà, parce que si tout est dans l'anticipation, dans la planification, si je sens que je vais recruter quelqu'un en CDI pendant qu'il est en CDD, ce que je conseillerais, moi, c'est de dire, OK, fixez-lui un salaire qui pourrait être différent de celui que vous allez lui octroyer quand il sera en CDI. Parce que tout cela participe de la motivation de la personne, de son engagement, etc. etc. D'accord. Donc, là, vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui était le salaire de base. Il y a... Salaire catégoriel. Oui, oui, qui a été bien fixé, on l'a dit, par la loi. Oui, 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 oui. Alors, monsieur, bon, est-ce que vous pouvez plus développer sur ce point-là? OK. Pour tous les secteurs, on a un barème de salaire conventionnel. D'accord. Ça veut dire quoi? Avec toutes les catégories. Que ce soit dans le secteur du commerce, le secteur agro-industrie, le secteur du pétrole, etc. Vous avez une convention, un barème de salaire conventionnel. D'accord. C'est le minimum que vous pouvez donner à une personne que vous avez positionnée à une catégorie donnée. Et cela, l'entrepreneur doit le savoir. Si dans un secteur donné, la catégorie, par exemple 8A, le salaire de base est de 195 000, le minimum que vous pouvez donner à cette personne-là, c'est 195 000. Après, vous pouvez ajouter un sursalaire. Ça dépend de votre capacité, encore une fois, de votre marge de manœuvre. Après, vous pouvez ajouter des indemnités, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Mais ce minimum-là, il faut pouvoir le respecter. Donc, monsieur, à qui alors on donne le SMIC là? Non, il y a comme en Côte d'Ivoire, par exemple, les 75 000 là, qui a droit à non, ça? Il y a des métiers, d'accord, parce que j'ai parlé de catégorisation tout de oui, suite. Il y a des métiers qui sont plus ou moins rattachés tout de suite au SMIC. Par exemple, des métiers de manœuvre sans qualification, tout métier sans qualification, pour lesquels on n'a pas besoin de qualification, bon, c'est le SMIC. C'est comme si on veut vraiment respecter les choses, même lorsque vous recrutez une servante, oui. Voilà, le minimum que vous devez lui donner, ce serait 75 000. Aïe, aïe, aïe. Voilà, il y a ce que dit la loi et puis il y a la réalité du terrain. Voilà, parce que vous recrutez une servante, elle n'a aucune qualification, etc. Maintenant, après, ça dépend de comment vous utilisez la servante. Si vous l'utilisez à temps plein, comme on le voit partout, normalement, je dis encore une fois, ça devrait se situer au SMIC. Maintenant, si vous utilisez une servante une gouvernante qui vient nettoyer chez vous, je veux dire, chaque 2 jours ou chaque 3 jours, bon, vous le payez à l'heure, voilà, mais il faudrait que le paiement horaire, là, soit, c'est le SMIC horaire, n'est-ce pas? Ça, c'est le minimum que vous devez lui donner. Si je fais un calcul et que je vois qu'à la fin, pour le temps que la personne passe chez moi, à venir nettoyer mon bureau, etc., ça vaut pas 75 000 francs. Si je veux respecter le SMIC horaire, vu le temps que la personne passe chez moi, et que c'est peut-être 25 000 francs seulement que je dois lui donner pour le temps qu'il passe, quitte à moi de dire, OK, le minimum c'était 25 000, ben moi je vais payer 40 000 quand même. Parce que la personne fait un travail très, très, très délicat, etc. Mais il y a un minimum à la vérité qu'il faut pouvoir respecter. D'accord, le minimum, c'est pas facile, mais bon. Alors, monsieur, tout à l'heure, vous avez dit que on parlait du stage école, le stage de qualification pour les entrepreneurs. Et vous avez dit quelque chose et je vais revenir là-dessus. Une source de motivation.
Oui. C'était pas obligatoire, mais vous avez dit que c'est important d'avoir au moins de donner des motivations en Oui, fait à oui, ces oui, différents oui, oui. collaborateurs. Donc je pense que c'est un conseil que vous êtes en train de donner comme ça. Oui, Est-ce que ça sert quelqu'un qui dès l'instant qu'il prend un stage ou bien des nouvelles personnes, mhm. une source de motivation? Ça peut l'aider en quoi dans l'entreprise vis-à-vis de cet employé Si vous... Oui, parce que généralement, bon, vous faites allusion au stage école, Oui, par oui, par exemple. Le exemple. stage école, il ne faut pas le voir comme un stage juste pour aider un jeune homme à faire un rapport. D'accord, monsieur. C'est pas juste ça. En tout cas, chez moi, ici, c'est pas ce que je fais. Quelqu'un qui vient pour un stage que j'accepte de prendre en stage école, nous allons, par exemple, définir avec lui son thème, etc. Il y aura quelqu'un qui va l'aider, qui va l'aiguiller vers la réalisation de son activité pour pouvoir faire son rapport de fin. Mais en même temps, je vais développer chez lui, n'est-ce pas, d'autres capacités, n'est-ce pas? Je vais tenter de développer son employabilité. D'accord. Parce qu'au-delà de sa fonction, quand il est en formation initiale, c'est vrai, mais il vise, après, c'est le travail qu'il va faire. Il va travailler après. Donc, il faut pouvoir lui inculquer un certain nombre de choses. Mais pendant que vous êtes en train de le former à tout ça également, il comprend les codes entrepreneuriaux, les codes de l'entreprise, et il peut vous apporter des appuis, sinon des soutiens, des supports sur certains de vos projets, n'est-ce pas? Et pour lui donner même le goût du travail, parce que potentiellement, c'est quelqu'un que vous pouvez utiliser après. Oui. Voilà, autant le préparer dès le départ. S'il reste chez vous, ben, vous aurez au moins gagné parce que vous l'aurez préparé déjà à l'avance. S'il ne reste pas, mais au moins vous aurez aidé quelqu'un à maîtriser un certain nombre de choses au niveau de l'environnement du travail et à contribuer à développer l'écosystème de l'industrie en Côte d'Ivoire. D'accord, monsieur, mais comment un entrepreneur peut reconnaître un bon employé dans son entreprise? Il prend une nouvelle personne. Comment il peut reconnaître quelqu'un qui peut fonctionner avec lui, en fait? Dès le départ. Oui, dès le départ. Bon, déjà, lors du recrutement, il y a un certain nombre d'approches. Hein. Voilà, si vous êtes un recruteur professionnel, voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent chacun a son métier. Il ne faut pas confier votre recrutement à tout le monde. D'accord. Donc, voilà. Le recruteur professionnel, il a la capacité de détecter chez le potentiel collaborateur un certain nombre de compétences. D'accord. D'accord? Un certain nombre de compétences qu'il peut mettre en jeu durant son travail. Et une fois qu'il a réussi à faire ça, il y a beaucoup d'autres choses qui existent et qui permettent donc de sentir, n'est-ce pas, sinon d'identifier les compétences que la personne est en mesure de déployer. Voilà, au-delà de l'aspect technique, voilà, qu'on peut tester, mais il y a également tout ce qui est en rapport avec l'aspect cognitif, sa façon de réfléchir, je veux dire, on a également des tests psychométriques qui permettent donc d'évaluer un certain nombre de choses concernant la gestion de ses émotions. Parce que tout cela, ça vous regardez tout ça, en fait. Oui, un recruteur professionnel, il va aller checker un peu, vérifier un peu tout ça aussi. Donc, monsieur, ce n'est pas uniquement le CV qu'on envoie. Non, non. Moi, le CV, pour moi, je lis un CV en quoi? En 1 minute. Et après, le reste, ça, c'est lorsque vous êtes en face de moi. Il ne faut pas vous tromper. Le CV n'est pas celui-là qui va qui va faire qu'on va vous recruter tout de suite. Non. Monsieur, dans votre parcours, vous avez déjà eu un CV qui peut-être ne remplit pas toutes les conditions. Oui. Mais après entretien, vous savez que cette personne peut faire ce Oui, tout à fait. Tout à fait. Je fais du recrutement depuis au moins, on va dire 20 ans. Donc, je suis passé par toutes sortes de formules, en fait. Des personnes qui n'ont pas l'expérience requise dans l'annonce, mais que j'estime être à mesure de faire le job et que je propose quand même. Et aujourd'hui, ces personnes, comme vous les voyez, ils sont... Absolument. Absolument. Après, bon, c'est une question de confiance et puis il faut accompagner parfois ces individus-là à développer des choses qui vont leur faire la différence un peu plus tard. D'accord. Parce que même en recrutant, vous pouvez conseiller le candidat.
Voilà, de sorte à ce qu'ils puissent se préparer pour d'autres choses. Parce que des gens ont des potentiels qui, malheureusement, qu'ils n'exploitent pas. Donc, une fois que vous avez détecté ça, ayez le courage de dire aux candidats, même si on n'a pas encore les résultats de la fin je vais dire, du processus de recrutement, vous pouvez saisir l'occasion pour faire remarquer qu'il y a de très belles choses chez lui qu'il peut développer et que ça va devenir, qui peuvent devenir potentiellement des options qui peuvent lui faire la différence. D'accord. Alors, monsieur, concernant le recrutement, alors, je vais vous faire part d'une histoire que j'ai vue. Un entrepreneur est en train de dire seul dans son non, c'est plutôt l'employé qui a été contacté par un entrepreneur qui était dans son entreprise. Et l'employé disait comme ça que quand il est arrivé dans l'entreprise, lorsqu'il est entré, c'est le chef d'entreprise même qui est venu ouvrir la porte. Et donc, directement, cette personne s'est retournée parce qu'elle s'est dit qu'une entreprise où c'est le patron, il est seul. Et c'est son premier recrutement qu'il est en train de faire. Automatiquement, ce n'est pas une bonne entreprise. Donc, je voyais dans les commentaires des personnes qui disent que c'est préférable que quelqu'un d'autre envoie une personne directement. Est-ce que c'est pas dans ces cas de figure qu'un entrepreneur qui, on va dire, il a eu son expérience, il va maintenant commencer à fonctionner bien. C'est pas en ce moment qu'il doit se tourner vers une entreprise de gestion, comme par exemple ici, votre entreprise par exemple. Est-ce que c'est pas à ce moment-là? Avons-nous la possibilité, nous qui voulons commencer, de venir vers une entreprise, par exemple, comme la vôtre, pour déjà prendre conseil déjà, mais en même temps aussi que votre entreprise puisse recruter le personnel dont nous avons dans notre entreprise? Est-ce que c'est possible? Absolument. Il y a des organisations qui m'ont contacté à leur démarrage avec un certain nombre de besoins et nous avons fait les recrutements pour eux. Parce que ces organisations-là se sont dit très clairement qu'elles n'avaient pas la capacité de faire un recrutement cohérent, pertinent, etc. Donc, ils nous ont présenté leurs besoins et puis, bon, on les a accompagnés pour pouvoir avoir le personnel qu'il faut. Maintenant, le fait qu'un patron d'entreprise qui a créé sa société vienne ouvrir la porte à une personne, pour moi, ça fait partie des choses de la vie. Pourquoi pas? Quand on commence quelque chose, on ne le commence pas avec 50 personnes tout de suite, forcément. On peut le commencer seul, mais étant seul, je peux très bien gérer un certain nombre de choses en tant que consultant individuel, mais qui a besoin de recruter quelqu'un. Mais une fois que j'ai eu contact avec quelqu'un qui veut venir travailler chez moi, il y a personne qui voulait qui aille ouvrir la porte. Ce sera moi. Mais donc, il faut sortir de ces paradigmes qui font croire que, parce que le patron lui-même, il est tout seul, il est venu ouvrir la porte, que c'est pas une entreprise sérieuse. Toutes les entreprises aujourd'hui qui sont des multinationales sont souvent parties par la volonté d'un seul individu qui était assis quelque part dans un bureau et puis qui a commencé à chercher des gens par la suite. D'accord. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas fondé de penser que comme il est tout seul dans sa boîte là, c'est pas forcément quelque chose de sérieux. Non, il est à ses débuts peut-être, mais ça peut être quelqu'un avec de très grandes visions et avec une approche qui peut vous aider énormément. D'accord. Donc, je tiens à dire que en même temps, monsieur a une entreprise aussi, voilà, de gestion de personnel, de développement. Oui. Il est spécialiste, voilà. Donc, pour toutes les personnes vraiment désireuses de pouvoir prendre tous ces conseils-là, ils peuvent directement se rendre au sein de l'entreprise. En tout cas, pour ceux qui sont déjà à Abidjan. Et comme vous l'avez entendu à l'entame de l'émission, il a parcouru beaucoup de pays. Donc, c'est pas impossible pour vous, en tout cas, qui suivez cette émission, qui êtes dans d'autres pays, de pouvoir profiter de ces conseils-là. Bien sûr. Voilà, ce n'est pas impossible. Et l'entreprise s'appelle CGR. Monsieur, CGR, c'est la signification. Contrôle et gestion des risques, mais rattaché au RH. Contrôle et gestion des risques. Contrôle et gestion des risques RH. Donc, vous pouvez en profiter. Bien sûr, avec tout ce qu'on va mettre dans les commentaires en description, vous aurez toutes les informations qu'il faut là-bas. Parce que je suis convaincu que vous avez d'autres questions à pouvoir aussi poser. Voilà. Monsieur, tout à l'heure, vous étiez en train de parler pour dire que un entrepreneur peut commencer seul. Voilà. Oui. Mais la dernière fois, je suis en train de discuter avec vous, on est en train de parler sur un sujet. Tous ceux qui disent, par exemple, qu'ils commencent de zéro. Bon,
je demandais, vous m'avez expliqué une histoire. De manière générale, on voit tout le monde dire aujourd'hui, on a commencé entreprendre à 0 francs, à 0 francs. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur ce point, par exemple? Eh bien, cette expression-là, moi, je dirais que c'est juste une façon de parler. D'accord. C'est juste pour dire aux gens que vous n'avez pas besoin de gros financements pour démarrer une activité. Pour moi, ça se résume à ça. D'accord. Parce que des gens vont dire non, j'attends d'avoir 1 million, j'attends d'avoir 2 millions, j'attends d'avoir 10 millions, etc. pour lancer mon entreprise. Non, il n'y a aucune nécessité à ça. Bien évidemment, dans un contexte comme celui-là, présenté comme ça, je peux dire oui, on peut entreprendre à 0 francs. Mais il faut bien expliquer aux gens qu'il y aura toujours des choses que vous allez quand même payer, qui viennent de votre poche. Mais l'argent qui vient de votre poche, ce n'est pas 0 francs, c'est de l'argent aussi. Donc, vous n'êtes pas en train d'entreprendre à 0 francs. Moi, quand j'ai créé mon cabinet, c'est M. Dambélé qui a créé le cabinet. Oui. Bah, j'étais moi seul, on va dire ça comme ça. D'accord, monsieur. Je n'ai pas eu de financement bancaire, je n'ai rien eu venant de quelqu'un. Mais il a bien fallu que j'aille au moins déclarer ma société au CPC, constituer ma société au CPC. Même si j'ai payé à l'époque, je ne sais pas, 35 000 ou 45 000, je ne sais plus le montant. Mais 45 000 francs, ce n'est pas zéro, hein. C'est vrai. C'est de l'argent. Voilà. En fait, ceux qui disent entreprendre à 0 francs, c'est une façon de dire aux gens, n'attendez pas d'avoir des millions avant de vous lancer. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, vous dimensionnez votre parcours avec ce que vous avez. Je vous donne un exemple. Quand je démarrais, j'ai commencé d'abord par utiliser une pièce dans ma villa comme étant le siège de mon entreprise. C'est zéro. Je n'ai pas déboursé de l'argent, je n'ai pas payé une caution à quelqu'un, etc. Donc, je n'ai pas eu besoin de financement. Donc, je peux dire que j'ai entrepris vraiment avec le coût le plus bas, qui pourrait tendre vers zéro. N'est-ce pas? Oui. Mais, quand j'ai fini de faire ça, mes impôts augmentent. L'impôt de ma villa, parce que les impôts vont considérer que, voilà, quelque part, je loue ma villa, une partie de ma villa est louée à une société qui s'appelle CGR Consulting. Donc, si je payais 150 000 francs d'impôts, ils vont considérer qu'il y a une partie de ma maison qui est à but commercial aussi. Donc, de 150 000 francs d'impôts, je peux passer peut-être à, pourquoi pas, 200 000. Donc, déjà, c'est un coût supplémentaire. Oui. Donc, on ne peut pas raisonnablement parler des zéros et s'arrêter à ça. Il faut toujours expliquer aux gens ce qu'on veut dire. D'accord. Voilà. Je n'ai aucun problème avec la notion de 0 francs. C'est très bien dit, mais il faut toujours par derrière expliquer aux gens que vous n'avez pas besoin de financement extérieur, de financement venant de partout, bancaire, etc., pour pouvoir démarrer votre activité. Mais monsieur, qu'est-ce que ça, c'est possible en fait? Ne pas avoir besoin de financement extérieur. C'est possible. Moi, personne ne m'a jamais rien financé depuis que j'existe. Mais est-ce que selon vous, c'est pas sur la base de votre expérience, vos relations, vos contacts, tout ça, que personne ne vous a jamais financé? Oui, mais dans tous les cas, même si c'est le cas, on ne m'a pas financé. Je suis venu voir M. Godet, j'ai dit, bon, moi, je suis en train de mettre en place mon entreprise là. Est-ce que tu peux me faire des kakémonos, un kakémono ou bien des flyers, etc. M. Godet dit, OK, il n'y a pas de problème, on s'entend là-dessus, mais le jour où j'ai l'argent, je donne à M. Godet, avec qui j'ai un accord de confiance. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je vois voilà, c'est-à-dire on ne se casse pas la tête tous les jours. C'est-à-dire que lorsque vous devez vous casser la tête pour pouvoir faire quelque chose, regardez quelles sont les hypothèses possibles. Voilà, en dehors de me faire financer là, de quelle autre manière je peux réussir à faire ça. D'accord. Évidemment, il y a des situations qui vont vous arriver, vous êtes obligé de débourser de l'argent quelque part. Oui. Soit vous prendrez sur votre compte personnel pour avancer des choses, mais faire des choses à 0 francs, franchement, dit de façon littérale comme ça, il faut faire attention. Il y a une interprétation derrière qu'il faut avoir.
D'accord. Nous partons vers la fin de notre émission au fur et à mesure. Monsieur, est-ce que vous pensez que celui qui a un très bon capital humain, qui débute qui a su bien faire son recrutement dès le début, Oui. il a de fortes chances de pouvoir évoluer avec son entreprise, de Je, pouvoir faire je, grandir son entreprise, je je veux dire. dirais même pas s'il a de fortes chances. Il va évoluer de façon certaine, avec un bon capital humain. Il va évoluer de façon certaine. Parce que quoi que vous fassiez, ce sont les hommes, n'est-ce pas, qui seront à la base de cette réalisation. Ce n'est pas la machine, forcément. La machine, elle est là pour nous accompagner. Mais c'est mon intelligence, cette intelligence collective que j'ai réussi à développer au sein de mon organisation. Ce sont ces compétences que j'ai réussi à valoriser, à développer, qui vont garantir la durabilité de mon organisation, la solidité de mon organisation. Même s'il m'arrivait de perdre tous mes investissements, tant qu'il y a ces personnes-là avec des capacités élevées de réflexion, ce sont ceux-là qui vont assurer la durabilité de ma structure. C'est eux qui vont pouvoir s'adapter à la nouvelle situation et rendre les choses plus cohérentes et faire rebondir la structure. Donc, développer son capital humain reste essentiel pour le développement d'une organisation. Et j'affirme pour dire que si vous avez un capital humain robuste, efficace, eh bien, il n'y a pas de raison que vous puissiez vous échouer. En général, dans ces conditions-là, on n'échoue pas. On se relève toujours, d'une manière ou d'une autre. Parce que les hommes sont là et ceux-là qui apportent la réflexion sont là. Alors, monsieur, quel conseil vous pouvez donner aux entrepreneurs qui débutent concernant le recrutement, concernant les différents recrutements, les personnes qu'ils vont appeler à venir travailler avec eux? Quel est ce conseil que vous pouvez donner à un jeune entrepreneur qui va se lancer, ou bien ceux même qui ont déjà commencé, par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil en ce moment? Oui, concernant les ressources humaines qu'elles ont, je conseillerais de les rémunérer à leur juste valeur. C'est vrai qu'une société qui débute peut avoir des difficultés, mais il faut savoir aussi que lorsque vous avez la compétence qu'il faut, si vous avez la compétence qu'il faut, il n'y a pas de raison que vous n'évoluez pas vers des réalisations financières pour l'organisation. Parce que ces personnes-là vont être celles-là même qui vont attirer ces finances-là dans votre organisation. Donc, il faut, dans la mesure selon votre planification, il faut garantir, n'est-ce pas, des rémunérations qui sont plus ou moins correctes, n'est-ce pas, et qui permettent donc à ces personnes-là de se sentir bien, d'être engagées, d'être motivées. Et puis, un point important, il faut capitaliser, il faut investir dans leur formation, dans leur développement. D'accord. Voilà. Donc, en fait, l'entrepreneur doit envoyer aussi ses employés à être formés. À être formés. Il peut le faire soi-même. D'accord, monsieur. Tout comme il peut les inscrire à des formations, pas forcément coûteuses, mais des formations de valeur, qui apportent vraiment quelque chose à cet individu-là, qu'il va utiliser pour les intérêts de l'organisation. Donc l'entrepreneur doit pouvoir former ses collaborateurs. Il doit pouvoir développer leurs compétences. D'accord. Voilà, parce qu'en le faisant, il le fait à la fois dans l'intérêt du collaborateur, mais, enfin, du point de vue de son employabilité, mais la répercussion finale, c'est l'organisation. Mais monsieur, est-ce que la franchise, la vérité avec celui qu'on celui qu'on emploie, est-ce que ça peut servir? C'est-à-dire, quelqu'un arrive dans ton entreprise, tu es un jeune entrepreneur, et tu dois rémunérer cette personne, bien sûr, à une valeur de son niveau. Est-ce que c'est important pour un entrepreneur de dire, on va dire, la vérité à cette personne qui vient? Bon, voilà ce que je peux te donner. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Parce que la confiance est la base des grandes choses aussi. Hein. Voilà, si j'établis une relation de confiance, parce qu'il faut tout faire pour avoir une relation de confiance avec le collaborateur. Si vous n'êtes pas capable de lui payer 200 000 francs, mais que vous êtes capable de lui payer 100 000, 150 000 francs aujourd'hui, il faut lui dire, voici ce que je peux te payer.
Mais en même temps, le faisant, assurez-vous que c'est au moins, vous êtes au moins dans ce qu'on peut appeler la norme, même si c'est le niveau mini. Mais il faut être franc avec les gens, en lui proposant de revoir cela dès que les choses changeront. Mais si ces choses, il y a un changement au sein de votre organisation, il faut respecter aussi votre parole. C'est très important. Parce que l'employé va observer son employeur sur la base du respect, n'est-ce pas, de ses propres engagements. Ça, c'est très important. Pour moi, l'authenticité, la franchise, c'est la clé d'une bonne relation de travail. Donc, monsieur, alors, ça m'envoie à vous poser la question suivante. Comment garder ces bons employés? Quelle stratégie dans Oui. les entreprises? Parce que je sais que souvent dans des grandes entreprises, il y a certaines choses, des avantages ou bien, bon, on va dire, je sais pas, des jeux, des sorties, je ne sais pas qui fait ça généralement dans des grandes entreprises. Mais pour pouvoir mettre l'employé à l'aise de telle sorte qu'il puisse rester, est-ce que vous avez des stratégies que vous pouvez proposer à ces entrepreneurs? Oui, c'est déjà dans un premier temps, c'est de développer une stratégie RH qui soit alignée avec la vision. Voilà. Si vous n'avez pas une stratégie RH claire, vous allez dans tous les sens et cela peut avoir un impact négatif. Mais une fois que vous avez développé votre stratégie alignée avec la vision de l'organisation, avec l'objectif des affaires, l'objectif business, eh bien, c'est déjà le bon point de départ. Et après, à l'intérieur de ça, c'est d'avoir une bonne politique de rémunération et avantages sociaux. Ça veut dire quoi? Une bonne politique de rémunération et avantages sociaux peut s'arrêter au départ, au salaire qu'on verse à la personne, y compris quelques indemnités pour les appuyer. Mais en même temps, à côté de cela, il faut mettre en place un cadre de travail qui soit sain, voilà, qui donne envie de travailler. D'accord. Voilà. Et faire en sorte également que la relation entre vous et ce personnel-là soit une relation, j'allais dire, authentique, vraiment qui apporte cette volonté de toujours venir au travail. D'accord. N'est-ce pas? À côté de cela, soyez prêts, quand c'est possible, vraiment, d'accompagner vos collaborateurs lorsqu'ils traversent une situation qui pourrait être considérée comme une situation quelque peu difficile, même si elle est passagère. Voilà, il faut si le collaborateur doit sentir la présence de l'entreprise. Et ça, cela passe par beaucoup de choses. Donc, par des avantages, ça peut être un problème médical, ça peut être... voilà. Mais il faut intégrer tout cela dans sa politique, sa stratégie RH. Je pense que c'est dans cette même optique que vous avez mis en place le projet IP Jeune. En fait, j'ai vu un peu le jeu, ce sont des questions-réponses. Vous pouvez nous parler plus de ce jeu? Ok. Effectivement, IP Jeune, c'est un projet porté par CGR Consulting. Et son objectif, c'est d'amener les jeunes justement à se développer, à être vraiment des personnes capables, n'est-ce pas, d'être de grandes figures demain. Voilà, c'est un projet qui a deux volets. Il y a un volet formation, accompagnement. Donc, c'est du coaching avec un certain nombre de modules, notamment sur la connaissance de soi, la gestion des émotions, du stress, etc., la prise de parole en public, tout ce qui est prévention des manipulations, l'orientation professionnelle, etc. Et puis, bon, ce sont des modules dont l'objectif est de renforcer les capacités du jeune. D'accord. Alors, et nous parlons alors de jeunes de 12 à 24 ans plus, jusqu'à ceux qui sont dans les universités, dans les écoles, dans des formations même personnelles, etc. Et à côté dans ce projet, il y a également un jeu de cartes que nous avons développé, que nous avons conçu, voilà, qui permet
à ces jeunes-là, lorsqu'ils sont en groupe de 2, de 4, de 5, etc., de s'auto-former ou se former à ces notions-là, à ces connaissances-là, à ces savoir-faire-là, en se posant un certain nombre de questions à partir de ces cartes-là. Et les réponses également sont accompagnées, n'est-ce pas, par ce jeu. À côté, il y aura toujours aussi un coach, voilà, qui lui va donner toutes les explications nécessaires. Et ça permet donc de couvrir entièrement vraiment tous les 7 modules. Et au sortir de là, normalement, le jeune, il reste un jeune, mais vraiment avec des capacités qui sortent de l'ordinaire. D'accord. Ouais. Alors, merci beaucoup, monsieur. Nous sommes au thème de cette émission. C'était un moment, on va dire, enrichissant. J'aimerais vous demander quel est le conseil que vous pouvez donner à un entrepreneur qui veut se lancer, ou même qui s'est déjà lancé. Et quelle est la motivation que vous pouvez, on va dire à ces personnes qui nous suivent un peu de partout? Okay. Et votre mot de fin là-dessus? Ce que je pourrais dire, c'est que nous devons comprendre que les opportunités existent. Voilà. L'idée qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire, etc., je ne partage pas cela. Les opportunités sont là, mais c'est juste qu'on ne les voit peut-être pas. Donc, il ne faut pas avoir peur déjà d'entreprendre. Mais, encore une fois, avant d'entreprendre, il faut se préparer. Il y a un minimum de préparation qu'il faut avoir. Pour ceux qui sont déjà en fonction quelque part, mais qui veulent être des entrepreneurs, des consultants, etc., je conseille de commencer à faire des choses, même de façon informelle, à porter des petits appuis à des personnes et voir comment cela tourne, ce que cela apporte. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut se faire une idée, n'est-ce pas, du potentiel qu'il y a dans ce que nous voulons entreprendre. D'accord. OK? D'accord. Maintenant, une fois qu'on a lancé notre activité, eh bien, il faut aller vers les hommes du métier parce que chacun a son expertise. Si je veux faire du recrutement, je vais vers ceux qui savent faire du recrutement pour prendre des conseils ou pour être orienté, pour être guidé. Si je veux mettre en place des éléments de motivation, d'accompagnement de mon personnel pour que ce soit du personnel de qualité, je vais aller vers des personnes qui sont également à mesure de m'apporter le conseil nécessaire. Voilà, on ne réussit pas toujours tout seul. Voilà, il faut rechercher des appuis. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que tout ne se fait pas systématiquement avec de l'argent. Voilà, on peut toujours trouver des accords avec des personnes qui peuvent vous accompagner, quitte à ce que vous trouviez votre arrangement pour plus tard. D'accord. Voilà, rien ne devrait vous bloquer. Il faut savoir qu'il y a toujours une solution pour atteindre ces objectifs, mais il faut juste s'assurer que tout cela se fasse dans la légalité, dans le respect des valeurs, etc. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour votre participation à notre émission Visionnaire Inspiré. Merci. Et puis, j'espère encore qu'on va se retrouver pour une autre fois. Pourquoi pas? Pour partager encore un Nous restons disponibles. Merci, monsieur. Ouais. Voilà, comme je vous ai dit au début, c'était quelque chose d'exceptionnel. On a eu plusieurs conseils. Et pour toutes les personnes qui veulent continuer l'aventure, c'est encore possible. Comme je vous ai dit, CGR est une entreprise qui existe. Elle est dirigée par M. Dambélé et il pourra vous donner tous ses conseils. Vous avez une entreprise, vous avez besoin de conseils en termes d'RH, vous voulez faire des recrutements, vous voulez avoir des conseils en termes de développement personnel. L'entreprise se trouve ici à Abidjan et pour ceux qui sont ailleurs, comme vous l'avez vu au début de l'émission, c'est un homme qui a un parcours dans plusieurs pays. Voilà, il pourra être présent partout. Bien sûr, si les efforts sont faits. Donc, n'hésitez surtout pas à contacter l'entreprise. Vous pourrez voir tous les numéros en description. Abonnez-vous, partagez cette émission. Nous sommes ensemble et on se retrouve pour une prochaine émission bientôt.